Bienvenue à La Vérité Interdite. Attendez-vous à des analyses pointues d'experts internationaux de renom. Abonnez-vous et regardez jusqu'au bout. Aujourd'hui, Colonel McGregor, bienvenue ici, mon cher ami. Merci de vous adapter à mon emploi du temps. Avant d'aborder l'Ukraine et Zelensky et certaines des choses folles qu'il a dites, quelle est votre compréhension de l'état de préparation de l'armée américaine aujourd'hui? Eh bien, comme vous le savez, je viens de terminer cet article. Il a été publié dans Responsible Statcraft et je me contentais de souligner des choses que vous pouvez trouver dans les archives du Congrès, des bureaux de recherche du Congrès concernant l'état de notre équipement, dont beaucoup sont assez anciens et ont besoin franchement, dans une large mesure, d'être remplacés par du nouvel équipement. Nous avons aussi un énorme problème avec la marine et les navires que nous construisons actuellement. Ils ne tiennent pas le rythme. Les réparations ne sont pas effectuées. Je pense qu'il y a une combinaison de facteurs. Tout d'abord, d'une part, c'est l'âge de l'équipement. Nous utilisons encore des choses que nous avons utilisées au cours des 30 à 35 dernières années. En même temps, le rythme opérationnel, c'est-à-dire le tempo opérationnel, ce que nous demandons à la force, n'a jamais diminué. Vous savez, c'est l'une des raisons pour lesquelles l'un des anciens chefs d'état-major de l'armée, Ray Odierno, qui était en fait un camarade de classe à West Point, et il a fait remarquer, vous continuez à nous dire de faire plus avec moins. Il a dit, que diriez-vous de faire moins avec moins? Je pense que c'est un problème général dans les forces armées. Ils sont surmenés et épuisés, et je pense que le problème du personnel est aussi assez sérieux. Combien de temps cela prendra-t-il pour que l'armée américaine soit à la hauteur, disons, des Russes ou des Chinois? Eh bien, rappelez-vous que ni la Russie ni la Chine ne sont nécessairement des puissances maritimes. Nous sommes par nécessité une puissance maritime. Nous vivons sur une île géante appelée l'Amérique du Nord. Maintenant, les Chinois ont beaucoup investi dans la construction navale et ont construit de nombreux navires. Ils rencontrent différents types de problèmes. Les Chinois ne sont pas une nation maritime. Les gens dans la marine chinoise ne sont pas très heureux dans la plupart des cas d'être là. Ils ne veulent pas être loin de chez eux. Ils ne veulent pas quitter la Chine. Ils ont un problème de désertion. Il y a aussi beaucoup de corruption. Beaucoup des navires qu'ils construisent laissent beaucoup à désirer. Vous trouvez des fissures dans les coques et ils arrêtent continuellement des gens, les accusent de corruption et les emprisonnent. De part des personnes en uniforme et hors uniforme dans l'industrie militaire, la Russie n'a pas besoin d'une grande marine. Elle a une flotte de sous-marins très performante. Ils sont essentiellement dans l'activité de refuser l'accès à la Russie si nous essayons de les attaquer et essentiellement nous isoler autant que possible de toute troupe que nous pourrions avoir dans l'hémisphère oriental. Encore une fois, ils ont un ensemble de priorités différents. Alors, quand vous dites « que devons-nous faire pour rattraper ?» Quand vous parlez des Russes, leur grande puissance réside dans la force terrestre, l'armée, et nous avons des décennies de retard par rapport aux Russes dans ce domaine, et il est peu probable que nous les rattrapions bientôt. Mais voici la bonne nouvelle, juge. À moins que nous voulions continuer à envahir des gens partout dans le monde, nous n'avons pas besoin d'une très grande armée. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une très bonne armée. D'accord. Elle n'a pas besoin d'être si grande, mais vous avez besoin d'une force bien meilleure que celle que nous avons actuellement. Juste brièvement, retour à la marine. Pourquoi? Pourquoi nos navires sont-ils au large de Taïwan? Autant que je sache, les navires chinois ne sont pas au large de Los Angeles ou même d'Honolulu. Juge, c'est un énorme problème. Eh bien, c'est énorme. Nous n'avons pas de politique de sécurité nationale. Nous n'avons pas de nouvelle stratégie militaire nationale. Je ne pense pas que nous ayons eu une stratégie militaire nationale viable depuis des décennies. Ce que nous faisons est presque entièrement basé sur l'impulsion. Personne ne s'assoit pour poser les questions fondamentales. Quels sont nos intérêts stratégiques vitaux? Si vous posez cette question, tout le monde perdrait immédiatement l'intérêt de faire quoi, que ce soit concernant Taïwan. Il en va de même pour notre présence en Ukraine, et encore une fois, je pense que cela serait vrai pour la plupart de ce qui se passe au Moyen-Orient et en Afrique. Nos intérêts sont en fait très limités, mais nous avons une communauté à Washington dont le président est maintenant un membre à part entière qui voit le monde comme leur enchilada. En d'autres termes, aller partout, faire tout, et tout est fait sur impulsion. Ce n'est pas, nous y allons, parce que nous envisageons un résultat stratégique à long terme. Personne ne pose les questions critiques. Quel est le but pour commencer? Et comment faisons-nous cela? Et finalement, à quoi voulons-nous que tout cela ressemble à l'avenir? Je veux dire, nous n'avons personne dans notre département de la défense, je suppose que je devrais dire département de la guerre maintenant, c'est comme les personnes qui siègent au ministère japonais de la défense qui disent « Où voulons-nous être dans 5 ans? 10 ans?
50. D'accord, d'accord. Il n'y a pas de réflexion comme ça et cela ne signifie pas que les gens ne le feraient pas si nous les laissions le faire, mais ils sont trop occupés à courir, vous savez, aller ici faire ça. Assembler une force opérationnelle dans les Caraïbes. Nous allons envahir le Venezuela. Oh, envoyer tout instantanément en Méditerranée orientale. Nous allons attaquer l'Iran. Je veux dire, où tout cela s'inscrit-il? Comment cela nous aide-t-il? On dirait presque que beaucoup de choses se font sur un coup de tête du président et d'un secrétaire à la défense, guerre qui ne dit pas non, ni pourquoi, ni pense aux conséquences. Il dit simplement, oui, monsieur. Mais passons finalement à l'Ukraine, où je veux passer du temps avec vous. Comment Washington? Juste rapidement avant que vous partiez. Vous venez de dire quelque chose de très important. Tout le monde dit oui. Eh bien, c'est pour ça que tout le monde a été embauché. D'accord. Ce sont des flagorneurs, comme vous les avez appelés dans votre article. Et au cours des 30 dernières années, tout le monde a appris que si vous vous levez et dites, vous savez, c'est probablement une mauvaise idée de démanteler l'État irakien, son administration, et de mettre tous ces soldats au chômage. Quiconque disait cela, et il n'y avait qu'une seule personne qui, publiquement, vous savez, s'est levée et a dit à Paul Bremer, c'est une mauvaise idée, nous aurons une insurrection entre nos mains, et c'était un colonel de l'armée dans le corps chimique. Tous les généraux de l'armée et des marines qui étaient assis dans le bureau et ont écouté Bremer, et quand il leur a dit « Voici ce que nous allons faire », je pense que c'était Petraeus qui était célèbre pour avoir dit « Eh bien, je suppose que réduire la taille est difficile à faire », et tout le monde a ri et est sorti. Ce fut une catastrophe. Cela n'aurait jamais dû arriver. Alors, quelle est la leçon? Si vous voulez 4 étoiles, si vous voulez avancer, si vous voulez être un héros, vous voulez être récompensé à la retraite, eh bien, alors la réponse est toujours oui, monsieur. Comment Washington, sous l'emprise des néoconservateurs et des sionistes, peut-il traiter avec eux ses partenaires européens qui ne veulent pas de paix en Ukraine? Ils veulent que la guerre continue encore et encore parce qu'ils pensent en quelque sorte qu'elle peut être utilisée comme un bélier contre la présidence russe de Vladimir Poutine. Je ne suis pas sûr d'avoir une bonne réponse à cela, mais je pense que nous devons aussi garder à l'esprit qu'il y a une volonté de laisser le soi-disant pot bouillir. En d'autres termes, il est évident que le président Trump n'a aucun chemin vers un prix Nobel de la paix qui passe par l'Ukraine. Donc, je ne pense pas qu'il soit vraiment intéressé maintenant. Je pense qu'il aimerait le retirer de son agenda, mais il ne peut pas le faire car tout le monde lui veut maintenir la guerre. Je veux dire, je ne suis pas sûr que cela va durer beaucoup plus longtemps. En d'autres termes, notre capacité à le maintenir. Mais néanmoins, je pense que c'est là où nous en sommes. D'accord, nous les laisserons partir. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Peu importe. Et le danger de cela, bien sûr, comme vous le savez, c'est qu'il abdique sa responsabilité en tant que leader de l'OTAN. Et même si les Britanniques, les Français et les Allemands sont dans une situation économique terrible et ont des capacités militaires très, très limitées, il y a toujours la possibilité qu'ils fassent quelque chose de stupide et provoquent une guerre avec la Russie. J'espère qu'il intervient et arrête cela, mais pour le moment, je pense qu'il a juste décidé de se concentrer ailleurs et de laisser l'Europe être la marmite sur le feu qui continue de gargouiller, mais l'eau ne bouge jamais complètement. À part vous écouter, et d'ailleurs nous savons que quelqu'un dans l'aile ouest regarde, Judging Freedom. Je ne sais pas qui c'est, mais quelqu'un est assigné à ça. Comment ça? C'est flatteur. Mais qu'est-ce qu'il faudra? Mis à part vous écouter, qu'est-ce qu'il faudra pour que Washington reconnaisse que le Kremlin, que la Russie a des intérêts de sécurité nationale légitimes, authentiques et basés sur la souveraineté? Je pense que la réponse, et je viens juste, j'étais assis ce matin avec des personnes très familières du voyage au Japon que le président Trump vient de faire. Et j'ai dit, vous savez, pouvez-vous m'expliquer pourquoi soudainement le premier ministre du Japon dit que le président Trump devrait recevoir le prix Nobel de la paix? Et ils ont tous ri et ils ont dit, nous devons comprendre les Japonais. Les Japonais sont très utilitaires. Ils voulaient que les tarifs soient baissés, ce qu'ils ont obtenu. Ils veulent continuer à faire des affaires avec les Russes en termes de pétrole et de gaz, et ils ont obtenu cela. Ils vont signer un traité avec les Russes. Ils font des affaires avec les Chinois à une échelle énorme. Le marché chinois est beaucoup plus important pour eux que nous ne le sommes à ce stade. Alors ils ont décidé que ce qu'ils feraient, c'est qu'ils diraient « Oui, vous devriez être le récipiendaire du prix Nobel de la paix. Et voici, au fait, laissez-nous vous donner l'un des ensembles de clubs de golf les plus chers jamais fabriqués. Et vous apprécierez ceci. Et nous vous aimons certainement et apprécions tout ce que vous avez fait. » Et ils ont obtenu tout ce qu'ils voulaient de Donald Trump. En d'autres termes, je pense qu'ils ont compris qu'il faut flatter l'homme, lui dire combien il est merveilleux,
lui offrir de beaux cadeaux et vous obtiendrez à peu près tout ce que vous voulez. Eh bien, ce n'est pas une réponse pour, malheureusement, l'Ukraine. J'aimerais que ce soit le cas, car alors, si le président Poutine était intelligent, il lui offrirait un ensemble de clubs de golf coûteux ou un autre cadeau et dirait « je vais m'inscrire pour le prix Nobel de la paix et vivons tous heureux pour toujours ». Alors, je suis sûr que le président Trump serait ravi. Il obtiendrait l'image qu'il souhaite, le grand événement médiatique qu'il souhaite, et il pourrait se déclarer un autre super-héros pour avoir mis fin à une autre guerre. Que quelque chose se termine réellement ou non n'est pas terriblement important. Tout ce que vous avez à faire, c'est regarder le Moyen-Orient. Donc, je suppose que c'est là où nous en sommes actuellement, n'est-ce pas? Donc, vous nous dites que les Japonais sont, et je ne critique pas une nationalité. Le gouvernement japonais, sous l'actuel nouveau Premier ministre, n'est pas réticent à se comporter comme un sycophante. J'utilise votre mot. À quel point les sycophantes Exet, Rubio, Kellogg, Gorka et d'autres qui chuchotent à l'oreille de Donald Trump chaque jour sont-ils dangereux? Eh bien, tout d'abord, les Japonais ne sont pas directement dangereux. Il faut simplement garder à l'esprit qu'ils vont finalement poursuivre leurs objectifs indépendamment de ce que nous disons, et c'est ce qu'ils vont faire. Le problème pour le président est que lorsqu'il s'entoure de personnes qui disent « Oh, monsieur, président, vous avez sauvé le pays. Dieu merci pour vous. Si ce n'était pas pour vous, ce pays n'existerait même pas aujourd'hui. Vous aviez raison. Le pays était mort il y a seulement 6 mois, et vous l'avez ramené à la vie. » C'est le genre de choses que le président Trump aime entendre. Il aime l'entendre en public, et si vous regardez certaines de ses réunions de cabinet, elles sont assez écœurantes, car ce genre de non-sens se poursuit. C'est tout du théâtre pour le public américain. Rien de vraiment précieux en termes de politique ne se passe, et il fait plus d'annonces. Il n'y a pas de véritable stratégie guidant quoi que ce soit. C'est ce qu'il décide de faire à tout moment donné. Maintenant, pourquoi cela se produit-il? Parce que, certainement au cours des 50 à 80 dernières années, quoi que nous fassions, cela n'a pas vraiment eu beaucoup d'importance. En d'autres termes, les présidents, à l'exception d'LBJ, pouvaient se permettre presque n'importe quoi en termes de politique étrangère et de défense, tant que cela avait bonne allure. LBJ a échoué à cause de la guerre du Vietnam. Ce fut une catastrophe. Il n'est pas impossible que nous puissions revoir quelque chose de semblable à l'avenir. Mais au moins pour le moment, les gens disent « Eh bien, quelle différence cela fait-il » Je ne sais pas combien de fois j'ai entendu cela de la part des gens. Nous allons dans le pays X. Et je dirais, quoi? Pourquoi? Eh bien, quelle différence cela fait-il, Doug? Allez, allons-y et finissons-en. Cela n'a pas d'importance. Et je pense que c'est là où nous en sommes avec la plupart des gens qui l'entourent, qui le conseillent. Leurs principaux points à l'ordre du jour, par exemple, Israël, tant que cela est pris en charge, et qu'Israël vient en premier, je ne pense pas qu'ils se soucient beaucoup de ce qui se passe d'autre. La guerre en Ukraine est-elle maintenant la guerre de Donald Trump? Eh bien, bien sûr que c'est le cas. Et la partie intéressante, c'est que cela s'effondre très très rapidement en ce moment. Les Russes se rapprochent de Dnipro. Ils progressent jusqu'à la rivière. Ils quittent le terrain difficile où ils opéraient depuis longtemps. Le terrain est dégagé. C'est idéal pour des avancées rapides. Toute la ligne s'effondre. J'ai lu un rapport ce matin provenant de sources ukrainiennes qui disait simplement « Nous avons peut-être 3 ou 4 personnes par kilomètre le long de ce vaste front. C'est impossible. Nous ne pouvons pas le maintenir. Tout s'effondre. Les pertes ont atteint un niveau où vous ne pouvez remplacer personne que vous perdez. Donc les Russes gagnent. Ce que je pense que nous voyons maintenant, c'est une avancée plus rapide que ce que nous avons vu dans le passé, car je pense que le président Poutine a découvert qu'il ne recevra aucune assistance ou aide dans aucune circonstance de la part de quiconque aux États-Unis ou en Europe pour mettre fin à ce conflit, ce qui signifie qu'il doit avancer, et c'est ce qu'il fait. Quel genre d'obstacle à la reconnaissance réaliste du triomphe russe inévitable? Volodymyr Zelensky lui-même? Volodymyr, donc mettons cela. Volodymyr et quoi est le nom que Volodymyr en Ukraine? D'accord, désolé. Je ne voulais pas te déstabiliser en utilisant le prénom de Poutine. C'est qu'il utilise l'Ukraine même s'il est né en tant que russophone et ainsi de suite. Je pense que le problème est très simplement celui-ci. Tant qu'il peut parler obliquement et maintenir la fiction qu'il a un gouvernement qui fonctionne et des forces armées qui lui répondent. Cela va continuer et je pense que les Russes ont compris cela. Et donc je pense qu'il devrait être très prudent car je ne suis pas sûr qu'il va durer beaucoup plus longtemps, car je pense qu'ils le voient comme un obstacle permanent. Maintenant, ceux qui ne veulent pas et n'ont pas voulu en Ukraine occidentale, c'est-à-dire au-delà de la rivière, c'est le chaos. Ils ne sont pas intéressés à le contrôler. C'est revenu.
Comme je pense que vous avez entendu de la part de Jeffrey Sachs et John Mearsheimer et d'autres, ils n'ont aucun intérêt à gouverner l'Ukraine occidentale. Maintenant, ils ont un intérêt pour Odessa, et je m'attends toujours à ce que les Russes s'en emparent. Ils sont déjà de l'autre côté de la rivière à Kherson. Ils ont une tête de pont, et je suis sûr qu'ils apporteront plus de force. Je serais très surpris s'ils ne prenaient pas Odessa. C'est historiquement russe, une ville russophone. Elle n'a jamais fait partie de l'Ukraine historiquement. Mais à part cela, je ne pense pas qu'ils veuillent vraiment traverser en Ukraine occidentale. Donc la question est, combien de temps encore vont-ils tolérer l'existence de cet homme? Parce qu'ils savent où il est. Le tuer n'est pas un si gros problème du point de vue de pouvons-nous le faire? Mais j'ai peur que tant qu'il est là, il continue de dire ce que ses sponsors qui l'ont mis là, qui ont payé pour tout, lui ont dit de dire. Le Kremlin prend-il au sérieux ces menaces sur le président Poutine? Oh, absolument. Ils ont un gros problème avec l'infiltration ukrainienne en Russie. C'est une frontière immense. Et toutes sortes de personnes peuvent s'infiltrer. Et vous avez beaucoup d'Ukrainiens qui peuvent parler russe aussi bien que n'importe quel russe. Et il n'y a pas, généralement pas de moyens ethniques réels pour distinguer un Ukrainien d'un Russe. En d'autres termes, ils sont très proches génétiquement. La capacité de parler la langue est là. Donc ils ont beaucoup d'agents sur le terrain à Moscou, Saint-Pétersbourg, d'autres grandes villes. Et donc, oui, ils pourraient très certainement tenter une bonne approche sur le président Poutine. Et je suis sûr que le FSB le sait et fait tout son possible pour le protéger. Et passons à autre chose. Quelle menace pour la sécurité nationale le Venezuela représente-t-il pour les États-Unis? Colonel McGregor. Eh bien, nous savons que tout le commerce de drogue est exagéré en ce qui concerne le rôle du Venezuela dans le trafic de drogue. Ils continuent à cela parce qu'ils savent que tout ce qu'ils font qui vise le commerce de drogue ou l'infiltration aux États-Unis sera applaudi par la plupart des Américains. Je veux dire, je le soutiens certainement. J'aimerais aussi l'arrêter. Ma façon de l'arrêter, cependant, n'est pas d'envahir le pays de quelqu'un d'autre, mais de m'en occuper à l'intérieur de nos propres frontières et de défendre nos frontières et nos eaux côtières, nos aéroports, nos ports, etc. Mais il a vendu cette idée que si nous descendons et faisons exploser des parties du Venezuela et potentiellement même de la Colombie, il parle maintenant en termes très belliqueux de la Colombie, que cela aidera d'une manière ou d'une autre. Je ne pense pas que ce sera le cas. Je ne pense pas que la question soit de savoir si nous pouvons le faire. Bien sûr, nous pouvons écraser ces pays dans l'hémisphère occidental. Ce n'est pas une nouveauté, mais est-ce que cela nous bénéficie vraiment beaucoup? Et la réponse est que je ne pense pas. Maintenant, est-ce que l'intérêt, c'est le pétrole? Certainement, le pétrole en fait partie. Le gaz en fait partie. Ils ont des mines d'or, des émeraudes, des terres rares, en certaines quantités, surtout je pense au lithium. Mais vous savez, vivons-nous à l'ère viking où nous montons tous dans les bateaux là-haut à Miami et nous commençons à ramer vers le Venezuela et décidons que nous allons envahir l'endroit, tout voler et revenir chez nous? C'est un peu fou et on ne pense pas actuellement à comment gérer l'endroit si ça se décompose. Ce qui se passe généralement lorsque vous essayez d'exécuter une opération de changement de régime, même si nous disons maintenant, oh non, non, nous n'avons pas l'intention de le faire. Eh bien, alors nous n'avons pas besoin de Madame Machado, n'est-ce pas, qui annonce que la première chose qu'elle fera si elle devient présidente du Venezuela est de déplacer l'ambassade vénézuélienne à Jérusalem. Vraiment, c'est sa priorité principale pour le Venezuela. Eh bien, il est vrai qu'elle est une sioniste renommée. Je veux dire, le colonel Gitting m'a juste désarçonné avec ça. Je pensais que tu étais sarcastique, mais je suppose qu'elle est sérieuse. Ce matin, un gros avion cargo russe a atterri à Caracas. Qu'est-ce qui était probablement dans l'avion, colonel? Qui sait? Des missiles antiaériens? Je pense qu'il pourrait y avoir un certain nombre de missiles qui pourraient être tirés, ce qui offrirait une certaine mesure de défense. Je ne pense pas qu'il puisse faire grand-chose. Dans le domaine de la défense aérienne, je pourrais me tromper, mais cela nécessite beaucoup de formation et beaucoup de temps pour construire un système de défense aérienne intégré et efficace. Maintenant, il pourrait fournir une défense ponctuelle, particulièrement s'ils s'attendent à ce que nous essayons de frapper et de décapiter, tuer Maduro dès le début. Cela est certainement possible. Il y a un certain nombre de choses différentes qui pourraient être là. Je serais plus curieux de savoir ce qui repart. Et la raison pour laquelle je dis cela, c'est que, historiquement, lorsque les Russes ont fait affaire avec les Vénézuéliens, c'était sur une base de paiement comptant. Et je ne parle pas de liquide, je parle de l'or solide. Ils chargent littéralement les avions avec de l'or et le font voler de retour en Russie. Donc j'imagine qu'un accord de cette envergure pourrait bien être en préparation.
La mauvaise nouvelle est que si nous sommes assez stupides pour y aller, et il semble que nous le soyons, cela va devenir une plaie ouverte pour nous dans l'hémisphère occidental. Cela va faire énormément. Pourriez-vous répéter cela, s'il vous plaît, colonel? Si nous allons au Venezuela, cela deviendra une plaie ouverte pour nous. Et je dis cela parce que nous avons un terrible bilan, que ce soit au Guatemala, au Nicaragua, au Salvador. Nous nous sommes mêlés de tous ces endroits. Des centaines de milliers de personnes sont tuées. Nous pourrions provoquer une guerre civile à l'intérieur du Venezuela. Nous n'avons aucune idée. Sont-ils des combattants endurcis et amers? Certains oui, la plupart non. Vont-ils se replier à l'intérieur du pays et ensuite être aidés par les Brésiliens et les Colombiens et d'autres qui viendront là-bas et créeront un enfer permanent pour nous pendant que nous sommes dans le pays? Pouvons-nous installer proprement, madame Machado, avec suffisamment de soutien de la CIA ainsi que d'appui militaire pour éviter tout cela? Je ne sais pas. Tout cela ne me semble pas avoir été très soigneusement pensé. Et je suppose que vous savez que ce matin même, un certain nombre de mercenaires venus de Colombie, recrutés par la CIA pour se rendre en Colombie, et y mener ce que certains qualifient de fausses attaques, ont été arrêtés. Cela ne semble pas avoir fonctionné. Ce n'est pas une bonne chose. Je n'ai aucune confiance que nous puissions y aller et arranger quoi que ce soit. J'ai peur que nous puissions y aller et finir par tout faire mal. Pendant que nous parlons, le Pentagone a annoncé qu'il a détruit 4 autres bateaux rapides et tué 14 autres personnes. Ceci dans le Pacifique oriental. Je ne sais pas combien de temps ces tueries peuvent continuer sans une sorte de répercussion. Vous ne pouvez pas simplement continuer à tuer des gens sans respecter la procédure légale. Eh bien, rappelez-vous que ces soi-disant sous-marins que le président mentionne sont en réalité des semi-submersibles. Ils naviguent très très bas dans l'eau, ce qui les rend très difficiles à détecter en mer. Ils ont un petit kiosque de commandement, généralement 1 ou 2 personnes à bord, et transportent de grandes quantités de drogue, bien qu'ils aient également transporté des personnes. J'ai travaillé il y a 12-13 ans sur un contrat pour soutenir le Joint Integrated Task Force South, et ils sont très bons. JATF South est vraiment un très bon quartier général. C'est presque idéal à bien des égards comme modèle de coopération interagence. Ils ont été très réussis, contrairement à ce que le secrétaire d'État Rubio, le président et d'autres ont dit. Ils ont fait un excellent travail dans les Caraïbes et aussi dans le Pacifique. Le Pacifique est très différent. Le côté Pacifique du Mexique est très très profond, tandis que le côté Atlantique ou le côté Caraïbe est très peu profond. Donc c'est très difficile quand on essaie de suivre le plateau qui n'a que 60 pieds de profondeur et de hauteur. Mais c'est beaucoup plus facile dans le Pacifique. Et normalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils sortent dans le Pacifique à environ 30 à 40 000, peu importe. Et puis ils reviennent aux États-Unis. Maintenant, vous pouvez faire exploser ces choses jusqu'au jour du jugement dernier. Je ne pense pas que cela fera une grande différence. Et encore une fois, vous vous retrouvez dans ce problème de savoir si vous êtes absolument certain que chaque bateau que vous détruisez est un acte de défense des États-Unis. Est-ce que l'un de ces bateaux n'est pas nécessairement ce que nous disons qu'ils sont? Ça n'a pas d'importance, juge, parce que la plupart des gens écoutent cela et disent « Eh bien, nous avons fait exploser un autre bateau de drogue, Aura. » Vous avez tout à fait raison. M'en dira-t-on. J'entends ça tout le temps, et quand je prêche la nécessité de la procédure légale, mais je suis désolé de vous avoir interrompu. Allez-y. Eh bien non, écoutez, oui, c'est exactement ça. Et le pire, c'est que le problème de drogue que nous affrontons est ici chez nous. Et je ne parle pas tellement des personnes déprimées ou de certains qui sont simplement curieux et qui vivent dans tout le pays, qui achètent et prennent du fentanyl dont la plupart provient évidemment du Mexique. Ça ne vient pas du Venezuela ou de la cocaïne et de l'héroïne qui arrivent par diverses sources. Nous devons traiter cela ici aux États-Unis. Nous devons appliquer la loi fédérale. Si nous ne pouvons pas appliquer la loi fédérale à l'intérieur du pays, qu'est-ce qui nous fait penser que nous allons résoudre quoi, que ce soit en envahissant le territoire de quelqu'un d'autre? C'est vrai? Ça ne passe tout simplement pas le test du bon sens. Maintenant, faisons une pause un instant et considérons ce que nous pouvons obtenir du Venezuela. Tout le monde parle de pétrole et de gaz, tout en examinant le coût de l'extraction du pétrole lourd, qui a une teneur élevée en soufre dans le bassin de l'Orénoque, qui est où se trouve la plupart, pas exclusivement, mais la plupart. Vous pourriez probablement, pour le prix d'obtenir un baril de pétrole aux États-Unis, en obtenir 2 du Venezuela. Maintenant, ce que vous ferez si vous faites cela, vous devez toujours le raffiner, et c'est un autre coût qui s'ajoute. Mais cela coûtera toujours moins que ce que cela nous coûte de le faire ici, chez nous. Eh bien, si votre objectif est de détruire l'industrie pétrolière ici aux États-Unis, je suppose que c'est une bonne façon de le faire. Descendez, saisissez les champs pétrolifères,
pomper le pétrole là-bas. C'est moins cher, plus rapide, mieux. Incidemment, c'est moins cher, plus rapide, mieux en Iran que presque partout ailleurs. La Libye est un autre endroit parce qu'ils ont un pétrole brut de très bonne qualité, léger et facile à raffiner. Donc, il y a beaucoup de ressources au Venezuela, cela n'a aucun doute. Cela prendra du temps pour l'extraire, mais cela sera finalement moins cher que ce que nous extrayons. Mais cela nécessitera beaucoup de raffinage. Quel est le but de tout cela? Mon point est que oui, le pétrole et le gaz jouent un rôle dans cela, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais n'aurions-nous pas pu faire cela par le biais de négociations avec Maduro? Pourquoi nous obsédons-nous sur Maduro? Et je pense que c'est l'autre partie à laquelle nous devons répondre. Eh bien, et cette partie s'appelle RUBO parce que cela a été son projet depuis qu'il était membre de la Chambre des représentants avant d'être sénateur. Eh bien, écoutez, je n'en doute pas du tout. Et je suis surpris que la prochaine étape ne soit pas d'envahir Cuba ou quelque chose du genre. Mais cela dit, il y a des gens à Washington qui pensent que c'est une sorte de coup stratégique contre la Chine et la Russie. Il y a des gens qui me disent « Oh, nous avons retourné la table. Nous retournerons la table si nous allons au Venezuela. La Russie et la Chine n'auront accès à rien de tout cela. Nous aurons le contrôle total. Nous retournerons l'échiquier stratégique. D'accord, je ne pense pas que cela fera une grande différence pour les Chinois et les Russes. Les Russes ont déjà dit « Regardez, nous vous donnerons tout ce que vous pouvez utiliser, mais nous n'allons pas nous battre pour vous. C'est trop loin de l'hémisphère oriental et nous n'avons pas d'intérêt là-dedans. » Les Chinois, très similaires, ils iront quelque part, ils concluront un accord pour l'infrastructure, la construction en échange d'accès aux minéraux et ainsi de suite. Mais ils voudront quand même être payés. Ni les Chinois ni les Russes ne vont perdre beaucoup de sommeil à propos du fait que nous soyons ou non au Venezuela. Je dois vous passer un extrait sur tout cela de votre sénateur préféré de Caroline du Sud. Nous devons faire ça. Chris? Nous avons regardé, oui, le manuel JAG. La légitime défense préventive utilisée pour contrer des menaces non imminentes et illégales selon le droit international. Donc, si nous ne sommes pas en guerre et que ces criminels présumés ne représentent aucune menace de violence imminente, n'est-ce pas potentiellement un crime de guerre de tuer les gens sur ces bateaux, puis de prendre un chef? Non, pas du tout. Je ne sais pas à quel manuel vous vous référez, mais je sais ce que le président Bush 41 a fait. Il a renversé Noriega, le dirigeant du Panama, parce qu'il était impliqué dans le trafic de drogue et qu'il menaçait notre pays. Le Venezuela est maintenant partenaire avec le Hezbollah. Le Hezbollah manque d'argent parce que l'Iran est faible. Ce n'est pas nouveau. Il s'associe avec des cartels de la drogue au Venezuela. Non, ça aurait dû s'arrêter. Voici ce qui est nouveau. Vous avez un commandant en chef qui ne va pas tolérer ces bêtises. Nous n'allons pas rester à l'écart et regarder des bateaux remplis de drogue venir dans notre pays. Nous allons les faire exploser et tuer les gens qui veulent empoisonner l'Amérique. Et nous allons maintenant étendre les opérations, je pense, à la terre. Donc, soyez bien conscients de ce que je dis aujourd'hui. Le président Donald Trump voit le Venezuela et la Colombie comme des menaces directes pour notre pays parce qu'ils abritent des organisations narcoterroristes. Le chef du Venezuela est un trafiquant de drogue inculpé. Dans les tribunaux américains. Donc oui, le jeu change en ce qui concerne les trafiquants de drogue et les cartels de la drogue. Nous allons utiliser la force militaire comme nous l'avons fait dans le passé pour protéger notre pays. C'est le nouveau jeu auquel nous jouons. Et je suis content que nous jouions ce jeu. Et si j'étais Maduro, je trouverais un moyen de partir avant qu'il ne tombe. C'est un avocat et soit un colonel, soit un général dans la réserve qui a prêté un serment similaire pour préserver, protéger et défendre la Constitution que vous et moi avons prêtée. Il a dit, eh bien, c'est un nouveau jeu. Nous pouvons tuer des gens parce que nous pensons qu'ils sont impliqués dans des crimes. Pouvez-vous le faire à Charleston, en Caroline du Sud, sénateur Graham? Je ne sais pas, mais je suis prêt à essayer. Great. Génial. Voilà. Vous savez, juge, c'est intéressant parce que nous avons toute cette rhétorique insensée sur l'ordre post-guerre basé sur des règles. Nous continuons à vanter cela. Nous martelons les gens avec ça. Oh, monsieur. Poutine, vous avez violé l'ordre libéral post-guerre basé sur des règles. Qu'est-ce que l'ordre basé sur des règles? C'est tout ce que nous voulons faire quand nous voulons le faire. Tout ce que nous voulons appliquer quand c'est dans notre intérêt de le faire. Nous avons toujours été un violateur de tout ce genre d'affaires. Vous remontez jusqu'au Vietnam en 1965 et puis vous allez de l'avant. Nous avons violé ces choses à gauche et à droite. Nous nous en fichons. Et la plupart des Américains ne prêtent pas beaucoup d'attention jusqu'à ce que cela les touche ici chez eux.
Et les choses sont sur le point de nous toucher ici chez nous, mais je pense que c'est plus sur le plan financier, mais cela aura un impact. Mais le fond de l'affaire est que il ne dit rien que nous n'ayons déjà entendu. Ce n'est pas vraiment le cas. C'est une série de déclarations trompeuses conçues pour obscurcir ce qui se passe réellement. Et cela remonte aux ressources, pas tant aux drogues. Je veux dire, vous avez une agence dans la communauté du renseignement qui traite de la drogue depuis des années. Nous le savons. C'est un secret de polichinelle. Alors, qui essayons-nous de tromper? Le problème est que cela a de grandes chances de nous revenir de manière importante. Et c'est parce que le Venezuela, si nous l'attaquons, ne sera pas seul. Vous allez voir la plupart de l'Amérique latine s'aligner avec le Venezuela. Vous verrez des centaines de milliers de paramilitaires affluer de Colombie, du Brésil, de l'Équateur. C'est un grand pays, comme nous l'avons déjà discuté, 30 millions de personnes dont la plupart sont concentrées non pas à l'intérieur, mais le long de la côte. Et puis une région côtière où, excusez-moi, le reste de la région est juste énorme. C'est la taille de l'Allemagne, de la France, de l'Autriche et de la Suisse réunies. Comment pouvons-nous le contrôler? Et s'ils décident de se replier vers l'intérieur et de lancer une série d'opérations insurgées contre nous une fois que nous sommes dans le pays? Beaucoup de choses en dépendent. De combien de dégâts nous causons en entrant, de combien de difficultés nous avons à préserver un semblant d'ordre, combien nous voulons être vindicatifs en attaquant non seulement Maduro, mais ses partisans et les partisans les plus fermes de Maduro à ce stade, juges, sont dans l'armée. Voici quelque chose qui vous fera rire. Des nuances de Colin Powell tenant une fiole de ce qu'il disait être une sorte de poison. C'est du fentanyl 100% cartel de la drogue du Venezuela. Évidemment, nous avons superposé cela, mais c'est ce que nous allons voir. Et finalement, tout cela est sans importance. C'est une façade conçue pour justifier une opération et un intérêt à court terme. Vous savez, le président Trump a dit beaucoup de choses lorsqu'il se présentait pour sa réélection. L'une des choses avec laquelle je suis totalement d'accord, c'est que nous devrions être plus concentrés sur l'hémisphère occidental. Il y a beaucoup de choses que nous devons faire dans l'hémisphère occidental, mais envahir l'Amérique latine n'est probablement pas une bonne idée. Et vous n'allez pas réparer la plupart de ce qui ne va pas en Amérique latine, pas plus que nous pourrions réparer ce qui n'allait pas en Irak. Nous ne devrions pas essayer de le faire. Nous devrions rester en dehors. Nous devrions avoir un niveau de respect décent pour la culture et le mode de vie des autres, que nous en prenions particulièrement soin ou non. Mais je soutiens fermement l'application de la loi fédérale contre le trafic de drogue et le trafic d'êtres humains. Je pense que nous devrions être très stricts à ce sujet. Si nous sommes stricts à ce sujet à l'intérieur des États-Unis et à nos frontières, alors cela va s'assécher. Il n'y aura aucun intérêt à expédier ces produits vers le nord, parce qu'ils ne peuvent pas obtenir l'argent pour cela, parce qu'ils n'auront pas l'accès qu'ils avaient. Mais personne ne semble penser en ces termes. Ils pensent que si nous allons là-bas et faisons exploser l'endroit, cela améliorera la situation plus au nord. Je pense que cela aggraverait les choses. Notre ami, l'ambassadeur Freeman a une phrase célèbre, chercher des monstres à l'étranger a une manière inévitable de les ramener chez soi. Colonel, merci beaucoup. Merci de m'avoir permis de couvrir tous ces sujets. Nous n'avons pas abordé Israël et Gaza, mais nous le ferons la prochaine fois. Merci pour votre temps. J'espère vous revoir bientôt, mon cher ami. Bien sûr. Merci, juge. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Nous vous souhaitons bonne santé et bonne chance.